À l'été 1943, le soleil méditerranéen était un marteau impitoyable qui s'abattait sur les rivages de la Sicile. Parmi la vague massive de navires et d'hommes se préparant à prendre d'assaut la forteresse Europe, il y avait une unité particulière qui se distinguait des autres. Ils portaient un écusson distinctif sur leurs épaules, un Thunderbird doré flamboyant sur un carré rouge sang. C'était la 45e division d'infanterie. Pour l'observateur ordinaire, il n'était qu'un autre groupe de gars de la garde nationale du sud-ouest américain. Mais pour le général George Patton, ils étaient quelque chose de bien plus redoutable. Et pour le haut commandement allemand, ils allaient bientôt devenir une terreur surnaturelle qui défiait tout ce que la race des seigneurs croyait savoir sur la guerre. Voyez-vous, la 45e était unique. En 1940, lorsque la division fut fédéralisée, environ 2000 de ses 9500 soldats étaient des soldats amérindiens issus de plus de 50 tribus différentes. Cherokee, Choctaw, Muscogee Creek, Kiowa, Apache et des dizaines d'autres. C'étaient des hommes qui avaient grandi dans un pays qui les traitait souvent comme des citoyens de seconde classe, leur refusait le droit de vote dans de nombreux États et avaient forcé leurs parents à subir le traumatisme des pensionnats indiens conçus pour effacer leur culture. Pourtant ils étaient là, traversant un océan pour se battre pour la démocratie même qui avait échoué à les protéger. Les Allemands avaient un profond respect pour Patton, ils le considéraient comme ce que l'Amérique avait de plus proche de leurs propres généraux de Panzer. Agressif, rapide comme l'éclair, imprévisible. Mais lorsque la 45e division débarqua sur les plages et commença son avancée à travers la Sicile, l'Italie et la France, les commandants allemands sur le terrain commencèrent à envoyer des rapports au quartier général qui ressemblaient moins à du renseignement militaire qu'à des histoires de fantômes. Les Thunderbirds ne combattaient pas comme les autres unités américaines. Ils se déplaçaient dans un silence terrifiant. Ils apparaissaient là où on les attendait le moins. Ils refusaient de céder même face à des chances impossibles. Et au cœur de cette force imparable se trouvaient les soldats amérindiens que Patton allait qualifier de l'une des meilleures, sinon la meilleure, division de l'histoire des forces armées américaines. Avant le début de la guerre, la 45e division portait une croix gammée sur son écusson d'épaule, un ancien symbole amérindien de bonne fortune. Lorsque les nazis corrompirent ce symbole sacré, la division organisa un concours en 1939 et choisit un nouvel insigne dessiné par l'artiste Kiowa Woody Bigbo, le Thunderbird. Dans de nombreuses cultures autochtones, le Thunderbird est un être surnaturel qui crée le tonnerre d'un battement d'ailes et la foudre d'un clignement d'yeux, un porteur sacré de bonheur illimité et un protecteur contre les esprits maléfiques. Quand ses bottes frappèrent le sable sicilien le 10 juillet 1943, le tonnerre suivit. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous nous regardez, et que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Maintenant, commençons. La campagne de Sicile était censée être une progression méthodique, les Alliés testant le ventre mou de l'Europe avant la véritable poussée vers la France. Mais lorsque la 45e division d'infanterie débarqua à Skogliti, elle avança avec une rapidité qui laissa les commandants allemands déconcertés. La chaleur de juillet était écrasante. La poussière était si épaisse qu'on pouvait la goûter, recouvrant les dents et la langue d'un film granuleux qui se mêlait au sel de la mer. L'air sentait la cordite et les vapeurs de diesel, ainsi que cette odeur métallique particulière qui émane du sang fraîchement versé cuisant au soleil. Les défenseurs allemands avaient passé des mois à fortifier l'île. Ils avaient étudié le terrain, positionné leur artillerie et s'étaient retranchés avec une précision méthodique que la doctrine de la Wehrmacht exigeait. Mais les Thunderbirds possédaient quelque chose que les Allemands n'avaient pas prévu. Une compréhension instinctive du terrain qui venait de générations de pistage et de chasse à travers les paysages accidentés de l'Oklahoma, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Colorado. Beaucoup de soldats amérindiens de la 45e division avaient grandi en lisant le terrain comme les enfants des villes lisent les panneaux de signalisation. Une branche cassée n'était pas simplement une branche cassée, elle vous indiquait dans quelle direction quelqu'un était parti et depuis combien de temps. Un changement dans la végétation vous indiquait où se trouvait l'eau, où le sol était meuble, où l'on pouvait se déplacer sans être vu. Il regardait les collines blanchies par le soleil de Sicile, non pas comme des obstacles, mais comme une série d'opportunités, et il s'y déplaçait comme l'eau, trouvant le chemin de moindre résistance. Un prisonnier allemand, capturé par le 180e régiment d'infanterie, se plaignit à ses interrogateurs avec une confusion sincère. Vous ne dormez donc jamais? Les Thunderbirds avaient traversé 1600 km² de territoire ennemi en seulement 22 jours,
avançant si inexorablement que des unités allemandes entières se retrouvèrent encerclées avant de réaliser que les Américains les avaient contournés. Le général de division Eberhard Roth, qui commandait la 15e division de Panzer Grenadier face à la 45e, écrivit dans son rapport d'après-guerre immédiat avec une frustration à peine contenue. L'ennemi a effectué des mouvements à travers des terrains qui auraient dû être infranchissables. Ce n'était pas simplement du respect à contre-cœur, c'était le début d'un profond malaise. Les Allemands avaient bâti toute leur philosophie militaire autour d'une discipline rigide et de manœuvres conformes au manuel. Ils faisaient face à des hommes qui ne suivaient pas les règles européennes de la guerre, des hommes qui considéraient le combat non pas comme un travail, mais comme une épreuve de l'esprit ancestral. Alors que la guerre se déplaçait vers le cœur accidenté de l'Italie en septembre 1943, l'intensité atteignit un point de rupture. La 45e division débarqua à Salerne le 14 septembre et en 8 jours se retrouva engagée dans une bataille féroce près d'un petit village appelé Oliveto. Le matin du 22 septembre était froid et humide. L'air était chargé de l'odeur de laine mouillée des uniformes trempés et de la morsure âcre du soufre des obus de mortier qui tombaient toute la nuit. C'est là que le monde allait apprendre le nom d'Ernest Childers, un fier membre de la nation Muscogee Creek de Broken Arrow, en Oklahoma. Childers était sous-lieutenant, l'un de 8 frères qui avait appris à tirer avec une seule balle par jour en chassant le lapin pour nourrir sa famille pendant la Grande Dépression. Chaque tir devait compter car le dîner dépendait de son adresse. Ce matin-là, Childers apprit que son bataillon était cloué au sol par un feu meurtrier de mitrailleuses provenant de positions allemandes au sommet d'une colline. Le crépitement frénétique et rythmique des mitrailleuses MG-42, que les Américains appelaient la scie circulaire d'Hitler, résonnait à travers la vallée à un rythme de 1200 coups par minute. Des hommes mouraient à découvert, fauchés avant de pouvoir trouver un abri. Un obus de mortier allemand explosa à proximité et Childers sentit les os de son pied se briser. La douleur fut immédiate et aveuglante. Selon la logique de la plupart des hommes, cela aurait été la fin du combat. Mais Ernest Childers n'était pas comme la plupart des hommes. Rampant sur les mains et les genoux à travers des rochers déchiquetés et de la boue froide, son pied brisé traînant derrière lui comme un poids mort, Childers refusa de laisser la douleur l'arrêter. Pour le commandement américain, c'était une bravoure extraordinaire. Pour les Allemands, c'était la preuve qu'ils faisaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient briser par la terreur conventionnelle. Ils commençaient à comprendre que pour les soldats Thunderbird, la mission était sacrée, et la douleur physique n'était qu'une préoccupation secondaire. Un rapport de renseignement allemand de cette période notait avec confusion « Ces soldats ne réagissent pas aux tirs de suppression comme prévu. Ils avancent quand ils sont cloués au sol. » En janvier 1944, la 45e division fut désignée pour l'un des assauts amphibies les plus audacieux et finalement les plus désastreux de la guerre. Anzio. Le plan était de débarquer derrière les lignes allemandes et de contourner la ligne Gustav fortifiée. Au lieu de cela, les Alliés se retrouvèrent piégés dans une minuscule poche de terrain, entourée de montagnes hérissées d'artillerie lourde allemande. Pendant 76 jours, les hommes vécurent dans des trous creusés dans le sol, incapables de se lever en plein jour de peur d'une balle de tireur d'élite ou d'un obus d'artillerie portant leur nom. C'est là que la 45e gagna son surnom immortel, le Roc d'Anzio. Le froid était écrasant. La pluie de février transformait tout en boue glacée. L'air avait le goût du sel de la mer, mêlé à la saveur métallique du sang et à l'odeur douceâtre de putréfaction des corps qu'on ne pouvait récupérer dans le no man's land. Les hommes développaient le pied des tranchées et des engelures. Ils dormaient dans l'eau. Ils mangeaient des rations froides parce qu'un feu de cuisson attirerait l'artillerie. Et malgré tout, ils tinrent bon. Le 22 février 1944, exactement 5 mois après l'héroïsme de Childers à Oliveto, les Allemands lancèrent l'opération Fischfang, une contre-offensive massive ordonnée par Hitler lui-même pour percer l'abcès de la tête de pont alliée. Ils jetèrent tout ce qu'ils avaient contre le centre de la ligne, le secteur tenu par les Thunderbirds. La terre trembla littéralement pendant des jours. Le bruit du bombardement était si constant que les hommes perdaient la capacité d'entendre quoi que ce soit d'autre. Leur monde devint un rugissement continu d'explosions. C'est durant ce moment désespéré que le premier lieutenant Jack C. Montgomery, un Cherokee de l'Oklahoma,
regarda depuis sa position près de Paddy Lyon et vit un spectacle qui aurait glacé le sang d'un homme de moindre trempe. 3 groupes distincts d'infanterie allemande, soutenus par des mitrailleuses lourdes, se préparant à submerger son peloton. L'air était chargé de vapeurs de diesel et de cordite. Le sol tremblait sous le poids de l'artillerie entrante. Sans attendre d'ordre, Montgomery saisit son fusil M1 et plusieurs grenades. Il dit à ses hommes « Couvrez-moi, j'avance !» Et il commença à ramper à travers un fossé d'irrigation vers la première position allemande. Il se déplaça avec une telle précision qu'il arriva à portée de grenade avant qu'il ne le détecte. Son premier lancer fut parfait. 8 Allemands moururent, 4 se rendirent. Il retourna à son peloton chercher plus de grenades et de munitions, puis appela un tir d'artillerie sur une maison où les Allemands avaient concentré leurs forces. Alors qu'il fuyait le bombardement, il les captura. Au total, il tua à lui seul 11 soldats allemands et en captura 32, démantelant complètement un assaut coordonné. Les officiers allemands capturés ce jour-là exprimèrent une profonde incrédulité confuse à leurs interrogateurs. Ils demandèrent « Qui sont ces hommes avec les écussons Thunderbird qui combattent comme des démons et se déplacent comme des ombres ?» Le décalage entre la théorie raciale nazie, qui leur enseignait que les non-aryens fuiraient à la première vue des forces allemandes supérieures, et la réalité brutale du courage de la 45e division, commença à ronger le moral des unités de la Wehrmacht qui leur faisaient face. Ils réalisèrent que le roc d'Anzio n'était pas fait de pierre. Il était fait d'hommes, qui considéraient la retraite comme une blessure plus grave que la mort. En mai 1944, l'impasse à Anzio commençait enfin à se briser. Les Alliés poussaient vers Rome, mais la ligne César allemande était un chef-d'œuvre d'ingénierie défensive. Des bunkers en béton, des champs de tir entrecroisés, des fossés anti-chars et des champs de mines. C'était le moment pour Van T, Barfoot, un sergent-chef d'héritage Choctaw du Mississippi, de cimenter la réputation de la 45e division comme l'unité la plus redoutable du théâtre européen. Si les Allemands pensaient avoir vu la limite de la fureur des Thunderbirds, Barfoot était sur le point de leur prouver qu'ils avaient tout faux. Le 23 mai, près du village de Carano, le matin était noyé dans un épais brouillard artificiel, un mélange de peau fumigène et de la poussière de milliers d'obus qui tombaient. Le peloton de Barfoot reçut l'ordre d'avancer à travers un champ de mines sous un feu croisé allemand intense. C'était une mission suicide selon tout calcul conventionnel. Barfoot demanda la permission de se déplacer seul le long du flanc gauche. Permission accordée. Utilisant des grenades à main et sa mitraillette Thompson, il rampa à travers le champ de mines. Un seul faux mouvement signifiait être réduit en pièces et il détruisit 3 nids de mitrailleuses. Il tua au moins 4 soldats ennemis et en captura 17. Ces actions permirent à tout le peloton de traverser le champ de mines sans essuyer de tir. Mais il n'avait pas terminé. Plus tard ce même jour, les Allemands réalisèrent qu'ils étaient humiliés par un seul homme. Ils envoyèrent 3 énormes chars Tiger Mark VI pour l'écraser. Imaginez la scène. Un homme seul debout dans un champ ouvert. Le sol tremblant sous le poids de 56 tonnes d'acier nazi. Chaque char armé d'un canon de 88 mm capable de détruire n'importe quel char allié d'un seul coup. Le grondement mécanique des moteurs ressemblait au son de la mort industrielle qui approchait. Barfoot ne s'enfuit pas. Il saisit un bazooka, visa avec des mains qui ne montraient pas le moindre tremblement, et à 75 mètres de distance, il neutralisa le char de tête d'un premier tir. Alors que l'équipage allemand s'extirpait en catastrophe, il les faucha avec sa Thompson. Les 2 autres chars, témoins de ce qui venait de se passer, battirent en retraite dans un désordre total. Barfoot avança ensuite en territoire ennemi et détruisit une pièce d'artillerie allemande abandonnée avec des charges de démolition. Sur le chemin du retour, épuisé au-delà de toute mesure, il trouva 2 de ses camarades blessés et les porta, chaque trajet, sur 1500 mètres, jusqu'en lieu sûr. L'histoire de Van Barfoot se répandit dans les rangs allemands comme un incendie de peur. Les commandants de la Wehrmacht commencèrent à émettre des avertissements tactiques. Ne pas engager les éclaireurs Thunderbird au combat rapproché. Ils réalisèrent que ces hommes possédaient un héritage culturel guerrier qui mettait l'accent sur l'initiative individuelle et un courage personnel extrême. Des traits que la structure militaire allemande rigide et hiérarchique peinait à contrer. Pour les soldats de la 45e, dont beaucoup ne pouvaient toujours pas voter dans leurs états d'origine, qui ne pouvaient pas manger dans certains restaurants,
dont les parents avaient été forcés d'entrer dans des pensionnats gouvernementaux conçus pour détruire leur culture. Leur performance sur le champ de bataille était une déclaration silencieuse et puissante. Ils ne se battaient pas seulement pour un drapeau, ils se battaient pour la dignité de leurs ancêtres. Ils prouvaient que le courage n'appartient pas à une seule race. Et ce faisant, ils faisaient trembler la race des seigneurs dans ses bottes. Après la percée d'Anzio et la libération de Rome, la 45e division ne se reposa pas. Elle fut désignée pour son 4e débarquement amphibie de la guerre, l'opération Dragoon, l'invasion du sud de la France en août 1944. À ce stade, la division était une machine létale aguerrie au combat. Elle avait survécu à la chaleur de la Sicile, à la boue de Salerne et à l'enfer claustrophobe d'Anzio. Quand ils touchèrent les plages de la Côte d'Azur, ils ne débarquèrent pas simplement. Ils explosèrent vers l'intérieur des terres avec une férocité qui choqua même les unités allemandes les plus aguerries. Les Thunderbirds avançaient à une vitesse que la logistique allemande ne pouvait égaler. Ils avaient développé des tactiques spécialisées pour combattre dans les forêts denses et les vallées escarpées des montagnes des Vosges. Ils utilisaient le terrain contre l'ennemi, exploitant leur capacité naturelle d'éclaireur pour repérer les positions d'artillerie allemande avant qu'elles ne puissent tirer. Le bruit d'une patrouille Thunderbird dans les bois devint une source de terreur psychologique pour les sentinelles allemandes qui savaient que s'ils entendaient un mouvement, il était déjà trop tard. Les soldats amérindiens se glissaient hors de leurs trous de combat la nuit, naviguant dans le no man's land avec une telle précision qu'ils pouvaient traverser les lignes allemandes, laissant des cartes de visite pour déstabiliser l'ennemi, prenant un Luger aux côtés d'un officier endormi, coupant les lignes téléphoniques, marquant les positions pour l'artillerie. Ce n'était pas simplement de la reconnaissance tactique, c'était de la guerre psychologique à son niveau le plus personnel. Alors qu'ils poussaient vers la frontière allemande, l'intensité des combats atteignit son paroxysme. La 45e passa plus de jours en combat continu que presque toute autre unité de l'armée des États-Unis. 511 jours de bataille incessante. Leurs uniformes étaient en lambeaux. Leurs visages étaient marqués par le regard à 1000 lieues. Leurs rangs étaient décimés par des pertes constantes. Les hommes qui avaient débarqué sur les plages de Sicile étaient depuis longtemps partis, remplacés par des renforts qui devaient rapidement apprendre la manière de combattre des Thunderbirds ou mourir. Pourtant, l'esprit restait intact. Les commandants allemands dans leurs mémos internes commencèrent à désigner la 45e comme la garde personnelle de démons de Patton. Ils ne pouvaient comprendre d'où venait cette réserve inépuisable d'énergie. La réponse était simple, mais invisible pour l'esprit nazi. Ces hommes étaient animés par une clarté morale que leurs oppresseurs ne pourraient jamais saisir. Ils libéraient un continent d'un régime bâti sur les idées mêmes de supériorité raciale auxquelles les Amérindiens avaient résisté pendant des siècles à leur propre manière. Chaque village qu'ils libéraient, chaque position allemande qu'ils prenaient d'assaut, était un coup porté contre l'idéologie de la haine. Alors qu'ils traversèrent le Rhin en mars 1945 et pénétrèrent au cœur de l'Allemagne, ils n'étaient plus simplement des soldats, ils étaient les annonciateurs d'un jour de jugement. Alors que le printemps de 1945 commençait à fleurir à travers une Europe dévastée, la 45e division d'infanterie s'enfonça profondément en Bavière. Ils avaient l'ordre de se diriger vers une ville appelée Dachau. Pour les soldats, ce n'était qu'une coordonnée de plus sur une carte. Pour l'histoire, ce deviendrait un nom synonyme de la limite absolue de la dépravation humaine. Le 29 avril 1945, les Thunderbirds atteignirent les portes du camp de concentration de Dachau. La première chose qui les frappa ne fut pas le feu ennemi, ce fut l'odeur. Une puanteur épaisse, douceâtre et putride qui flottait dans l'air comme un poids physique. L'odeur de la mort si concentrée qu'elle semblait imprégner leurs uniformes et leur peau. En s'approchant, les hommes trouvèrent des voies ferrées. Des dizaines de wagons à charbon remplis non pas de combustible, mais des restes émaciés de milliers d'êtres humains. Des hommes, des femmes et des enfants affamés au point de ressembler à des squelettes recouverts de parchemin. Pour les soldats amérindiens de la 45e, qui portaient leurs propres mémoires ancestrales de déplacement, de marches forcées et de destruction systématique, ce spectacle fut un séisme tectonique dans leurs âmes. Ils avaient vu le pire de la guerre, des corps réduits en pièces, des hommes mourant dans l'agonie de blessures qui ne pouvaient être soignées. Mais ils n'avaient jamais vu le pire de l'humanité transformée en système industriel.
La libération de Dachau ne fut pas un défilé militaire célébré. Ce fut une scène d'émotion viscérale et brute. Beaucoup de soldats aguerris au combat, des hommes qui avaient tué au corps à corps sans broncher, tombèrent à genoux et pleurèrent ouvertement. Les Thunderbirds découvrirent les chambres à gaz, les crématoires dont les fours étaient encore chauds, des salles où des corps nus étaient empilés du sol au plafond. Plus de 30 000 prisonniers, à peine vivants, leurs yeux creux d'une souffrance qui transcendait le langage. En cet instant, la peur que les généraux allemands éprouvaient envers ces soldats se trouva enfin justifiée d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Les soldats de la 45e n'étaient plus simplement des combattants, ils étaient les témoins d'un crime qui défiait la compréhension. Ils virent les morts vivants ramper vers eux, tendant des doigts semblables à des brindilles pour toucher les écussons Thunderbird sur les épaules des soldats, comme s'ils touchaient un symbole d'espoir lui-même. Il existe une longue controverse historique débattue sur ce qui se passa dans les heures suivant la libération. Dans le chaos de cette journée, certains gardes SS furent tués par des prisonniers libérés, et selon certains témoignages, par des soldats américains submergés par une fureur légitime. La 45e division d'infanterie avait passé 511 jours au combat. Voyant leurs frères réduits en pièces au nom de la liberté, se tenant désormais au milieu de montagnes littérales de cadavres, la rage était accablante. Ils réalisèrent que chaque kilomètre qu'ils avaient parcouru, chaque goutte de sang qu'ils avaient versée, avait été justifiée. Ils ne gagnaient pas simplement une guerre, ils fermaient les portes d'un monde souterrain que les nazis avaient bâti sur Terre. La guerre en Europe se tut en mai 1945. La 45e division d'infanterie avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient combattu lors de 4 assauts amphibies majeurs, la Sicile, Salerne, Anzio et le sud de la France. Ils avaient passé 511 jours en première ligne, plus que presque toute autre division américaine. Ils avaient libéré Dachau. Ils avaient produit 3 des 5 premiers Amérindiens à recevoir la médaille d'honneur au XXe siècle. Ernest Childers, Jack Montgomery et Van Barfoot. Mais lorsque ces héros retournèrent aux États-Unis, ils ne retrouvèrent pas un pays prêt à leur accorder l'égalité qu'ils avaient méritée. Ernest Childers retourna en Oklahoma, où il ne pouvait toujours pas voter dans certains comtés. Jack Montgomery revint dans un État où les restaurants pouvaient refuser de le servir. Van Barfoot retourna au Mississippi, où les lois Jim Crow restaient pleinement en vigueur. Il portait la médaille d'honneur autour du cou, mais il devait encore naviguer dans une société qui peinait à les considérer comme des citoyens à part entière. Pourtant, ils ne revinrent pas avec de l'amertume. Ils revinrent avec une dignité tranquille et inébranlable. Ils savaient ce qu'ils avaient accompli. Ils savaient que lorsque le monde était à son heure la plus sombre, lorsque la race des seigneurs était au sommet de sa puissance, c'étaient les soldats Apaches, les Thunderbirds, le Rock d'Anzio, qui avaient tenu la ligne. Ils avaient regardé le Reich dans les yeux et l'avaient vu cligner de terreur. L'ironie était profonde et douloureuse. Ces hommes avaient tout risqué pour vaincre un régime qui croyait en la supériorité raciale, pour revenir ensuite dans une nation qui pratiquait encore la ségrégation et la discrimination. Mais leur héritage transcendait l'injustice qu'ils subissaient chez eux. L'héritage de la 45e division d'infanterie perdure aujourd'hui, non seulement dans les livres d'histoire, mais dans l'identité même de la culture militaire américaine. Les généraux allemands avaient raison d'avoir peur, bien que peut-être pas pour les raisons qu'ils avaient initialement imaginées. Ils craignaient le génie tactique de Patton et la puissance industrielle de l'Amérique. Mais ce qui les terrifiait véritablement était quelque chose qu'ils ne pouvaient contrer avec de meilleures tactiques ou davantage de chars. Ils combattaient des hommes qui possédaient une résilience spirituelle qu'aucune quantité d'artillerie ne pouvait briser. Ces soldats prouvèrent que le courage n'appartient pas à une seule race ni à un seul credo. Il appartient à ceux qui sont prêts à se lever quand tous les autres sont à genoux. Les Thunderbirds nous enseignèrent que même lorsque l'on est traité comme un étranger dans son propre pays, on peut tout de même en être le plus grand protecteur. Le général Patton les qualifia de l'une des meilleures, sinon la meilleure division de l'histoire des forces armées américaines. Il comprenait ce que les commandants allemands apprenaient lentement, à travers une amère expérience. La 45e division combattait avec une combinaison d'entraînement militaire moderne et d'une tradition guerrière ancestrale qui mettait l'accent sur l'honneur, le courage individuel et la protection de la communauté.
C'était une combinaison contre laquelle la Wehrmacht n'avait aucune doctrine à opposer. Le Thunderbird, ce symbole sacré choisi pour remplacer la croix gammée corrompue, devint une icône mondiale de libération. Il représentait le pouvoir de protéger les innocents et de rendre justice à ceux qui s'en prenaient aux faibles. Pour les soldats allemands qui les affrontèrent, il devint un symbole de leur propre mortalité. Ils apprirent que les hommes portant cet oiseau doré n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils étaient l'incarnation vivante d'une force spirituelle qui transcendait le champ de bataille. C'est en fin de compte une histoire de triomphe qui transcende le champ de bataille et parle de la vérité la plus profonde sur le courage humain. Nous devons à Ernest Childers, Jack Montgomery, Van Barfoot et aux milliers d'autres Thunderbirds, tant amérindiens que leurs frères d'armes de tous horizons, de nous souvenir de leur nom, d'honorer leur oiseau doré et de ne jamais oublier que la plus grande arme dans toute guerre est l'esprit humain lorsqu'il est animé par la justice. Le tonnerre qu'ils ont créé résonne encore. La foudre qu'ils ont frappée illumine encore les ténèbres. Et le Thunderbird plane toujours, nous rappelant que le vrai courage ne connaît aucune frontière de race, de religion ou de nation. Il appartient à ceux qui tiennent bon quand la tempête arrive, qui avancent quand les autres reculent, qui deviennent le roc quand le monde a besoin de quelque chose d'incassable. C'est pourquoi les généraux allemands avaient raison de les craindre, et c'est pourquoi nous ne devons jamais les oublier.